Hier, les 7 millions d'électeurs maliens étaient appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et le dépouillement a démarré dès la fermeture des bureaux de vote. Les Olympiades continentales de mathématiques se sont tenues en juin dernier au Nigeria. La Côte d'Ivoire récolte 2 médailles et se positionne au 6e rang. Et puis un annuaire pour les métiers de la restauration et de l'alimentation. Il s'agit de réglementer et instaurer le label qualité dans le secteur. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Les Maliens ont voté hier. Ils devaient départager Ibrahim Boubacar Keïta du Rassemblement pour le Mali et Soumaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie. Le scrutin placé sous haute surveillance s'est déroulé dans la sérénité. Pour ce qui est de l'affluence, la pluie est venue se jouer les troubles faits. On devrait donc s'attendre à un taux de participation moins élevé qu'au premier tour. Le dépouillement a démarré dès hier soir et les premiers résultats seront connus dans les 5 jours. 2 semaines donc après le premier tour de la présidentielle, les Maliens sont repartis aux urnes hier. Près de 7 millions d'électeurs pour choisir un président parmi 2 candidats. Le point avec notre envoyé spécial à Bamako, Sylvie Touré. Pas grande foule ce matin devant les bureaux de vote à Bamako. La pluie s'est invitée au second tour de la présidentielle. Elle a retenu chez eux des électeurs, mais pas Soumaïla Cissé. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie s'est présenté dès 9 h à l'école fondamentale Mamadou Gondo de Badalabougou pour glisser son bulletin dans l'urne. Je suis aussi particulièrement heureux que le peuple malien se soit mobilisé tant au cours du premier tour et certainement autant au cours de ce deuxième tour. Nous allons donc tracer ensemble un chemin d'espoir et d'espérance. Le Mali, nous allons tout faire pour qu'il se redresse et qu'il retrouve sa place dans le concert des nations africaines. À quelques kilomètres de là, à Sebenikoro, son adversaire est attendu. Donné comme favori, Ibrahim Boubacar Keïta se présente aux alentours de 11 h. Dans un cortège presque présidentiel, il glisse son bulletin dans l'urne et invite les journalistes à son domicile pour sa déclaration. Si, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala exauce le vœu des Maliens, c'est clair. Nous aurons comme tâche de former un gouvernement et de faire en sorte que 2 mois après cela, nous commencions. Mais je vais vous dire, nous n'allons pas même pas attendre ces 2 mois-là. Ce n'est pas une injonction internationale qui nous met en devoir de faire ce que nous devons faire. Nous le faisons déjà et nous continuerons à le faire pour que notre ensemble national se retrouve sur un socle d'unité refermé. Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka ou Soumaïla Cissé appelé Soumi. L'un des 2 sera porté à la tête du Mali à l'issue de ce second tour. Mais lequel? Le ministère de l'administration du territoire dispose de 5 jours à compter de ce dimanche pour proclamer les résultats provisoires. Et le président par intérim qui a organisé ce scrutin se félicite de la bonne tenue des élections qui doivent mener à la sortie de crise. Écoutons-le. Ah oui, je suis très satisfait. Vous avez assisté comme moi à tout ce qui s'est passé. Les électeurs ont voté librement, ils ont voté en masse. Je crois que le taux de participation que nous avons atteint n'a probablement jamais été atteint en Mali. Et je crois que ça c'est déjà un pari que nous avons gagné. Et il n'y a pas qu'au Mali que les Maliens ont voté. Les électeurs de la diaspora étaient également aux urnes. Revivons l'ambiance des bureaux de vote captés par nos équipes de RTI Boaké. À Boaké, ils sont 21 897 électeurs maliens. Tôt le matin, ces électeurs maliens ont pris d'assaut les 15 bureaux de vote qui leur ont été aménagés pour prendre part au second tour de la présidentielle de leur pays et départager par leur voix les candidats Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Sur les lieux de vote, des difficultés encore éprouvées par certains électeurs maliens pour accomplir leur devoir civique. On dit qu'il y a des papiers qui sont bloqués derrière. En France, bon, on ne comprend rien, mais depuis matin on est là.
Moi, vraiment, ce que j'ai vu là, je ne comprends pas même. C'est pas clair. Ce problème a sa source jusqu'au Mali. Parce qu'il y a des gens qui ont été recensés, qui n'ont pas reçu leur carte de lecteur. Bon, il y a d'autres qui ont reçu leur carte de lecteur. Ils ne figurent pas sur les fiches dans les bureaux de vote. Donc ces derniers-là ne peuvent pas voter. Cependant, dans les différents bureaux de vote, de 8h à 11h, ce n'était pas encore la grande affluence. Le premier tour, il y avait beaucoup d'affluence, mais le deuxième tour, là, c'est pas trop ça. Et les gens ne sont pas encore motivés. Peut-être après, ils seront là. Dans l'ensemble, la présidentielle malienne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Les candidats sont des Maliens. Et je crois que selon leur programme, chacun a dit qu'il est là pour le bien-être des populations. Et donc nous avons toujours demandé beaucoup de clémence, beaucoup de tolérance les uns avant les autres, et pour que vraiment on puisse mettre de côté cette crise qu'on a vécue pendant 18 mois. Tous les Maliens souhaitent que leur pays retrouve le plus tôt possible la stabilité après ces échéances électorales. Après 18 mois de crise, les Maliens dans leur ensemble aspirent à la paix. Autre chose à présent, c'est désormais effectif et cela doit être scrupuleusement respecté. En Côte d'Ivoire, il est interdit de couper, transporter et commercialiser le bois de veine. Pour une application stricte du décret d'interdiction de l'exploitation de cette espèce, le ministre des Eaux et Forêts a rencontré les directeurs régionaux de l'administration forestière du pays. On en parle avec Herman Niamia. Application du décret portant interdiction de l'exploitation du bois de veine. Le ministre des Eaux et Forêts engage ses collaborateurs dans cette mesure. À travers cette rencontre qu'il a initiée à son cabinet avec l'ensemble des directeurs régionaux des Eaux et Forêts, Mathieu Babo-Daré entend les exhorter à une application stricte du décret. Mathieu Babo-Daré précise que par cette mesure, le gouvernement entend lutter contre la destruction avancée du couvert forestier de la Côte d'Ivoire et préserver ainsi l'environnement et l'écosystème. Ce décret va être appliqué avec un arrêté qui va tenir compte d'une période transitoire. Et cette période transitoire va certainement concerner le bois qui a été déjà coupé, qui est dans les parcs ou sur les sites d'exploitation. Mais on saura comment on va réglementer ça avant que ce bois ne puisse être exploité ou exporté, mais il n'y a plus de nouvelles coupes. Le ministre des Eaux et Forêts met en garde tous les agents qui se laisseraient entraîner dans des situations de favoritisme au profit d'exploitants quelconques. Mathieu Babo-Daré demande aussi plus de vigilance et de fermeté à ses collaborateurs dans les contrôles aux différents corridors. Les agents du Centre régional des œuvres universitaires à l'École des technologies de l'information et de la communication, ils se mettent ainsi à jour sur l'évolution des sciences technologiques. Les détails avec Soro Corona et Kwadjo Kwabe. 30 agents du Centre régional des œuvres universitaires, CRU de Bouaké, viennent de bénéficier d'une initiation et d'un renforcement en technique de l'information et de la communication. Pendant 2 semaines, ils se sont familiarisés avec la manipulation d'une souris et d'un clavier d'ordinateur. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, surtout sur PowerPoint. Lors d'une manifestation, par exemple, quand on veut faire passer les diapos, on a appris la façon dont les images viennent. Ces agents ont tous reçu des diplômes de fin de formation. La directrice du CRU de Bouaké, Brungoran, a souligné qu'un agent bien formé travaille non seulement avec plus de responsabilité et de conscience professionnelle, mais surtout avec efficacité et célérité. Elle a aussi décidé de combattre cette nouvelle forme d'analphabétisme qui est l'ignorance en informatique. Chers participants, stagiaires, à l'utilisation de l'outil informatique, je voudrais vous féliciter de l'intérêt que vous avez accordé à cette formation. Vous avez vraiment compris le sens de cette formation. Le CRU de Bouaké veut à court terme permettre à ses agents d'être performants et à moyen terme informatiser tous les services afin de faire du CRU de Bouaké le centre le plus efficace du monde universitaire ivoirien. Femmes et enfants seront vaccinés dans 2 communes du district d'Abidjan. La première phase de vaccination a eu lieu samedi dans la commune de Yopougon, précisément à Andokwa, village, où 200 femmes et enfants ont été vaccinés contre la maladie. Les explications de Gabriel Zani.
Les méningites bactériennes et virales sont des maladies qui se développent dans l'insalubrité, comme on le voit ici dans ce quartier de Yopougon-Ndokwa village. Ce samedi, près de 200 femmes et enfants ont été vaccinés à l'initiative de l'ONG Sainte Maman Yaman Félicia. Dans ce village, elles sont nombreuses les femmes qui n'ont pas renouvelé leur vaccin contre la maladie. J'ai fait d'autres vaccins, mais pas la méningite. Bon, il y a très longtemps, on nous a dit qu'aujourd'hui, que c'était gratuit. Nous sommes inscrits, nous sommes... J'ai été déjà vaccinée contre la méningite, ça fait 3 ans. Pour la présidente de l'ONG, cette opération de vaccination se justifie par la période pluvieuse qui favorise un écoulement important d'eau usée, vecteur des virus de la méningite. Au niveau du village d'Andokwa, les enfants souffrent d'une maladie que les parents ne savent même pas. Nous sommes allés vers les médecins de l'INHP. Donc c'est l'INHP qui nous a dit d'offrir le vaccin de la méningite aux mères et puis aux enfants. L'opération de vaccination a été financée par la fondation ATEF au Maïs, une organisation humanitaire. La méningite est une maladie contagieuse qui se propage très rapidement. L'ONG envisage de mettre le cap sur le village d'Anoumambo dans la commune de Makori pour le prochain passage. 6e sur 11 avec 2 médailles de bronze. Ce sont là les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire lors des dernières Olympiades de mathématiques qui se sont déroulées au Nigeria cette année. Les Olympiades s'adressent aux meilleurs élèves africains de mathématiques. Les médailles ivoiriennes ont été présentées samedi par l'Institut de recherche mathématique, l'IRMA. Le reportage de Léon Brou. Samira Danho, major national au BEPC 2013 avec une moyenne de 17,5 sur 20 en mathématiques, reine d'Afrique des mathématiques. Elle a remporté ce prix dès sa première édition par la première dame du Nigeria cette année même, en marge des Olympiades panafricaines de mathématiques. À l'issue de cette autre compétition, Samira et son compatriote Kwasi Yann ont été médaillés de bronze. J'apprends les propriétés et j'essaie de développer ma capacité à réfléchir. J'aimerais bien continuer à participer aux Olympiades panafricaines et surtout aller aux Olympiades internationales afin d'avoir une meilleure médaille. Tableau non reluisant pour la Côte d'Ivoire à cette dernière participation aux Olympiades panafricaines de mathématiques. 6e rang sur 11 pays, une performance en baisse par rapport aux années précédentes que l'IRMA, l'Institut de recherche mathématique, met sous le compte des difficultés financières. Il y a les voyages. Bon, si on veut aller en Afrique du Sud, peut-être que le billet c'est entre 500 et 600 000. 6 personnes, faites le calcul. Il y a des frais annexes à payer là-bas. Bon, donc c'est beaucoup d'argent que ça mobilise. Il faut se donner les moyens. Il y a des pays qui y vont, qui n'ont pas plus de moyens que nous. Mais c'est une question d'organisation et il faut que les gens soient sensibilisés à ça. Au plaidoyer de l'IRMA ont répondu favorable l'université Félix Houphouët-Boigny, le district autonome d'Abidjan et d'autres partenaires. Reste donc que les actes suivent et la Côte d'Ivoire gagnera en rayonnement en ce qui concerne les Olympiades panafricaines de mathématiques dont l'édition 2014 se tiendra en Afrique du Sud. L'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation veut réglementer et vendre le label qualité de la restauration ivoirienne. La structure lance l'annuaire des box et du fonds de garantie de la restauration et des métiers de l'alimentation. Les précisions de Chantal Akanda. Les restaurants et les métiers de l'alimentation seront désormais recensés dans un annuaire. Ce sera chose faite grâce à l'ARMA, l'autorité de régularisation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Après un état des lieux peu reluisant du secteur de la restauration en Côte d'Ivoire, ce support va permettre à l'ARMA la création d'un cadre d'assainissement et de réglementation plus approprié à ce secteur. Nous estimons que l'ensemble de la qualité doit être réuni, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions manger sans être malades parce que les produits n'ont pas été bien conservés, faire en sorte que nous puissions consommer dans de bonnes conditions et nous puissions consommer en étant responsables de ce que nous faisons et en faisant que les restaurateurs soient aussi responsables des produits qui sortent de leur, de leur différentes cuisines. En plus du lancement officiel de l'annuaire, l'ARMA met à la disposition des maquis implantés sur des sites précaires qui échappent aux normes d'hygiène, de qualité et de sécurité des box professionnelles. Un fonds d'aval de la restauration et des métiers de l'alimentation est également disponible pour les restaurateurs. On ne peut pas véritablement évoluer dans un secteur si on n'a pas un véritable répertoire. Et ça, c'est
une présentation révolutionnaire que nous venons d'assister. Nous qui faisons le métier de l'alimentation, nous avons besoin d'aide, surtout d'aide financière. Et surtout, comme l'ARMA va être notre aval auprès des institutions bancaires, en tout cas, c'est les bienvenus. Ça va nous permettre de faire notre promotion tant sur le plan national qu'international. Et donc, je vais inviter tous les restaurateurs à se faire enregistrer dans l'annuaire. À travers ce support, l'ARMA veut vendre le label qualité de la restauration ivoirienne et renouer ainsi avec la destination Côte d'Ivoire Tourisme. À Bouaké, le maire a procédé au lancement de l'opération Tontine moderne et sécurisée. On parle là de lutte contre la pauvreté, mais de quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse dans le reportage de Kader Sogodogo et Kwadjo Kwame. Face à la paupérisation, les femmes de Bouaké se mettent ensemble pour repousser les limites de la misère. Pour ce faire, elles viennent de mettre sur pied une tontine, une sorte d'épargne dont les revenus permettront de fructifier leurs activités commerciales. Ils ont une petite entreprise. Ça peut être par exemple un commerçant de tomates, ou bien un vendeur de viande, ou même un chauffeur de taxi, un chauffeur de moto-taxi, qui, de façon journalière, reçoit déjà quelque chose, un petit bénéfice. Donc on veut l'aider à pouvoir épargner, de sorte à agrandir son affaire. Ce projet qui bénéficie du soutien de la mairie de Bouaké va, selon le maire Djibo Nicolas, dans la droite ligne de la vision de l'équipe municipale qui est de lutter efficacement contre la pauvreté. Ça fait partie de notre programme et ce sont les premières actions que nous mettons en œuvre pour apporter des financements au niveau du microcrédit à nos populations et surtout à nos femmes et à nos jeunes. La mobilisation des Bouakois à l'occasion du lancement de l'opération Tontine traduit leur adhésion et un espoir certain pour les sortir de la grande pauvreté. Guérir l'Afrique de cette turpitude, c'est le livre écrit par l'enseignant professionnel des droits des enfants, Mamadi Korzak Kourouma. L'auteur est un humaniste qui, touché par la cause des enfants africains demeurés le plus souvent marginalisés du fait des pratiques culturelles africaines néfastes. Gabriel Zani nous en dit plus sur l'œuvre. Guérir l'Afrique de cette turpitude, tel est l'intitulé du roman que vient de mettre dans les rayons Mamadi Korzak Kourouma, enseignant, activiste et professionnel des droits des enfants. Ce livre de 110 pages est un essai qui puise sa richesse dans les expériences de l'auteur, expériences vécues au quotidien avec les enfants en situation difficile. L'auteur décrit dans son livre les causes du sous-développement de l'Afrique. Il y dénonce les pratiques culturelles néfastes. Pour lui, il faut changer la perception de l'enfant chez l'Africain. Tout commence par l'enfant. Alors l'enfant a besoin d'être éduqué jusqu'à l'âge adulte pour pouvoir être un bon serviteur de la société, de l'État. Publié aux éditions Balafon, cet ouvrage a été présenté récemment à la presse. Ce livre montre aussi la difficulté pour l'Africain de travailler pour le bonheur de son prochain. L'auteur propose des solutions. Il y a un rapport direct entre mentalité et développement. Parce que lorsque la mentalité de l'homme n'est pas apte à créer les conditions pour aller vers le développement, il va sans dire qu'il n'y aura jamais de développement. Guérir l'Afrique de cette turpitude est avant tout une incursion dans la vie quotidienne de ces hommes et femmes, riches ou modestes, qui travaillent afin de donner aux enfants un cadre propice à leur épanouissement. Toujours en littérature, la gestion des marchés publics au cœur de l'œuvre, système de passation des marchés publics, gouvernance et contrôle opérationnel et développement socio-économique. L'œuvre est de Sibaï Adou. Le livre a été présenté au public le 2 août dernier à la Bibliothèque nationale au Plateau et c'était sous le regard de Maïsako. Le livre « Système de passation des marchés publics, gouvernance, contrôle opérationnel et développement socio-économique » est un ouvrage technique de 214 pages. Il traite des problèmes de transparence et d'opacité financière dans la gestion des marchés publics en Côte d'Ivoire et en Afrique. Les marchés publics ont toujours existé. Seulement, il faut les encadrer parce que ce sont des ressources publiques. C'est l'argent, les ressources de la collectivité. Et ces ressources publiques, quand elles sont injectées dans le système productif, c'est pour que les objectifs de développement économiques, sociaux, j'allais dire tout à l'heure, même scientifiques, c'est que ces objectifs soient atteints.
L'ouvrage comporte 3 parties. La première donne la définition des concepts de marché public, la seconde planche sur la consistance des marchés publics et la troisième partie décrit les modes et procédures de passation des marchés. Le livre a été conçu dans une perspective pédagogique. Le document qui a été donc rédigé, qui est un livre important, qui a été rédigé par Sibahi, pose toutes les questions essentielles. Comment faire en sorte que nous puissions aborder la question des marchés publics dans toute la transparence. Comment faire en sorte que tous les Ivoiriens sachent ce que c'est que les marchés publics. Expert comptable de formation, l'auteur Sibahi Adou entend apporter à travers son œuvre sa contribution au développement socio-économique et à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et sur le continent. Retournons à Bouaké où la commission locale de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de la région de Béké se rapproche des populations. Elle a procédé au lancement de ses activités de consultation, faites de sensibilisation et d'écoute. Charles Tatou. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation rentre dans sa phase de consultation des populations. La CDVL locale de Bouaké met les bouchées doubles pour la réussite de cette opération. Elle vient de faire le lancement de ses activités relatives à cette consultation nationale. Objectif, informer les populations bouakoises du démarrage dans les jours très proches des activités de consultation nationale de cette institution de réconciliation et de paix. Il faudrait que la population sache que nous sommes là et qu'ils ne doivent pas s'abstenir de venir nous rencontrer à tout moment et nous dire franchement la vérité pour qu'on fasse remonter ces informations. Autorités préfectorales et membres de la plateforme de la société civile se disent prêts à s'approprier le processus pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Il faut que nous tous, nous contribuions à la guérison de la Côte d'Ivoire, parce que c'est notre mère patrie. Quand la Côte d'Ivoire est malade, nous n'avons pas quelque part pour partir. Que la commission de Bouaké se mette au travail, inviter toutes les populations à participer à ces activités afin qu'elles aboutissent à des résultats et que le président de la République, que le président de la CDVR attend d'eux. Installée le 5 mars 2013, la CDVR locale est constituée de 13 membres issus des chefs religieux et traditionnels, des chapelles politiques et de la société civile. Son champ d'action s'étend sur 4 départements, à savoir Bouaké, Botro, Sakassou et Béoubi. Retour à Abidjan pour parler religion et précisément de la fête de la louange suprême à Dieu. Elle a lieu chaque année dans la commune de Marcory. Patricia Omo. Louange, bénédiction et paix. Ambiance de joie ici au temple de Marcory. Les fidèles magnifient Dieu pour ses bienfaits. Pour les pasteurs du temple, cette fête de la louange suprême à Dieu est une institution et se tient chaque année. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Et Dieu nous inspire qu'il faut que les Ivoiriens élèvent une louange, une fête à la gloire de la louange. Or la louange, Dieu réside dans la louange. Il faut que tout le monde prenne conscience que cette fête existe. Et c'est pour ça que nous voulons la propager afin que tout le monde entende et comprenne la nécessité de cette fête. Plusieurs communautés et chorales ont été conviées à cette fête pour chanter les louanges de Dieu et dire des prières de bénédiction et de paix pour la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, la Namibie vit des moments difficiles. Le pays connaît la pire sécheresse depuis les 30 dernières années. 2 ans qu'elle n'a pas vu la moindre goutte de pluie. Kariam Koujour est une Himba. Avec sa tribu, elle vit dans le nord de la Namibie, sur des terres qui ne donnent plus rien. On a faim, c'est à cause de la sécheresse. Les gens n'ont pas de quoi manger, ils meurent. La Namibie est le pays le plus aride du continent. Les sécheresses y sont fréquentes, mais celle-ci bat tous les records depuis 30 ans. Les 13 régions sont touchées par la sécheresse. On manque d'eau pour le bétail et les hommes. On manque de nourriture. Les récoltes ont été insuffisantes dans toutes les régions.
Les autorités ont mis du temps à réagir et à organiser un semblant d'aide alimentaire. Mais les distributions sont insuffisantes alors qu'un habitant sur 5 est dans une situation préoccupante. Premier touché, les enfants. 29% des enfants ont un retard de croissance et ce retard est irréversible. Ce sont les enfants et les femmes qui portent le poids de la sécheresse. La situation risque de s'aggraver encore car la saison des pluies ne démarre pas avant décembre. Face à l'urgence, le président en appelle à l'aide internationale. En Tanzanie, il ne fait pas bon être immigré sans papier, surtout quand vous êtes rwandais. Ces derniers sont l'objet d'expulsions massives en ce moment. Ils arrivent de plus en plus nombreux au poste frontière de Rusumo. Hommes, femmes et enfants, ces Rwandais n'ont eu que quelques jours pour quitter la Tanzanie. C'est le président tanzanien qui a personnellement ordonné l'expulsion de tous les Rwandais sans exception. Seuls ceux qui ont des enfants nés en Tanzanie peuvent rester. Les villageois et les responsables locaux viennent pour désigner les Rwandais et les villages où ils sont majoritaires. Ces expulsions sont en fait une mesure de rétorsion. Ces dernières semaines, on a en effet assisté à une escalade verbale entre le président rwandais et son homologue tanzanien. Tout a commencé lorsque ce dernier a proposé que Kigali négocie avec les FDLR, les rebelles hutus rwandais basés dans l'est de la République démocratique du Congo. Inacceptable pour le Rwanda. Résultat, la tension est montée d'un cran, d'où ces expulsions. Mais pour les principaux intéressés, c'est parfois le drame. Les autorités m'ont dit « partage les enfants » car ma femme est tanzanienne. Moi, j'ai préféré laisser tous mes enfants et ma femme là-bas. J'y ai laissé tous mes biens, ils pourront continuer leurs études. À quelques kilomètres de la frontière, un camp de transit a été installé. Les expulsés sont pris en charge par les autorités rwandaises. Ceux qui ont des familles sont après un jour où immédiatement, si les familles sont tout près d'ici, ils sont transférés dans les familles. Ceux qui n'ont pas de famille, alors ils vont rester dans les cas de transit jusqu'à ce que le gouvernement rwandais pourra identifier là où on peut les localiser. Les Rwandais ont jusqu'à demain lundi pour quitter la Tanzanie. Kigali s'attend à accueillir au moins 20 000 personnes. En bref, toujours sur le continent et plus près de chez nous, 3 jours après la dissolution de l'ancienne équipe, le président béninois Yahi Boni a dévoilé hier soir la composition de son nouveau gouvernement. Il comprend 26 membres, dont 13 nouveaux, et il a la particularité de ne pas avoir de Premier ministre. On termine en sport. Les mondiaux 2013 d'athlétisme se tiennent depuis samedi en Russie. Avec Sébastien Royen, revivons la journée d'hier. Sur le toit du monde. Beaucoup de pression au saut en longueur d'âme entre la Russe Klishina, la Serbe Spanovic, la Nigériane Blessing Okabare et la représentante des USA, Ruiz. Une finale très serrée et riche. Le deuxième saut de Ruiz, 7,01 m, n'a pas été inquiété. Elle termine donc en tête de ce concours. Deuxième, Blessing Okabare, 6,99 m. La finale à 10 000 mètres féminin a également marqué cette deuxième journée. Course toujours stratégique, tout s'est joué au dernier tour. Belle victoire en force de Dibaba, 30 minutes 43 secondes 37 centièmes. Elle remporte pour la 3e fois ces 10 000 mètres. Justine Gatlin, en 9 secondes 84 centièmes, se qualifie pour la finale des 100 mètres hommes. Gatlin était très attendue sur cette distance, dominée en ce moment par les Jamaïcains. La 3e demi-finale, on retrouve le patron des 100 mètres, Usain Bolt. Oubliez le souvenir de 2011. Bolt a donc opté pour la concentration. Pas de problème pour le ticket de la finale, en 9 secondes 92 centièmes. Le stade de Luzhniki de Moscou a marqué un arrêt pour la finale des 100 mètres. Une fois encore, l'homme le plus rapide du monde n'a fait que confirmer sa suprématie. Son temps, 9 secondes 77 centièmes. Bolt
frappe fort. Meilleure performance de l'année, il a pas... Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI.